Merci, Monsieur le maire. Nous sommes enfin amenés à commenter ce rapport qui a fait couler beaucoup d'encre. Et il faut dire que le travail de contrôle opéré par la Chambre régionale des comptes commence quelque peu à dater, puisqu'on a eu un contrôle effectué début 2019, donc il y a 1 an et demi, avec des observations définitives délibérées le 26 août 2019, il y a 1 an, et un rapport qui vous a été adressé le 28 octobre 2019, il y a près de 9 mois. Ce rapport était resté sagement remisé dans votre bureau. Nous espérons simplement qu'il n'a pas trop pris la poussière depuis. En préambule, nous rappellerons une fois encore que si nous ne questionnons pas la qualité et la pertinence des travaux de la Chambre régionale des comptes, nous ne perdons pas de vue que les analyses effectuées et les commentaires déployés ne se basent que sur une vision purement comptable et technocratique de la collectivité, sans aucune prise en compte de certains choix politiques qui relèvent de la légitimité démocratique des élus. Ainsi, par exemple, quand la Chambre régionale des comptes déplore la faible évolution de nos recettes de fonctionnement dans nos budgets successifs, cette faible évolution est avant tout liée à un choix politique de ne pas augmenter la fiscalité locale, une décision politique tout à fait respectable. Par ailleurs, quelles que soient les collectivités contrôlées, les conclusions des chambres régionales des comptes ou de leur grande sœur, la Cour des comptes, bien souvent, les mêmes schémas reviennent. Trop de fonctionnaires, trop de dépenses publiques, une vision très dogmatique des services publics que la crise de la Covid bouleversera peut-être, en tout cas nous l'espérons, mais quoi qu'il en soit, nous revendiquons et revendiquerons toujours, et nous défendrons systématiquement la liberté d'agir des élus, y compris la vôtre. Je pense que nous nous retrouverons sur ce point. Comme vous l'avez évoqué, la CRC s'est focalisée sur 4 points: les relations avec la métropole, la gestion financière et en particulier la question de la dette et des emprunts toxiques, la question des ressources humaines et la question de la restauration collective sur laquelle reviendra notre collègue Isabelle Dumestre. Une majorité de points de contrôle, finalement, ont porté davantage sur des questions techniques que politiques. Sur la question des relations avec la métropole, la mutualisation des services, les conclusions recoupent très largement celles déjà formulées dans le rapport de la Chambre du 1er juillet 2019 sur la gestion de Saint-Étienne Métropole. On retrouve quasiment les mêmes observations et les mêmes conclusions. La CRC constate une nouvelle fois la quasi-absence de création de services communs au sein des fonctions support. Alors que la ville dispose d'importants services supports, ceux-ci demeurent, selon la Chambre, en marge des mutualisations développées avec l'intercommunalité. La CRC évoque également que plusieurs compétences transférées depuis 2016 continuent pour partie d'être gérées par convention par les communes, et donnant lieu à des remboursements parfois peu favorables à la métropole. Alors moi, j'ai toujours compté parmi ceux qui ont fait preuve d'un certain scepticisme, ou en tout cas d'une grande prudence quant à l'avènement du fait métropolitain, comme on dit, et sur la construction intercommunale à marche forcée, avec des remontées de compétences systématiques à l'échelon intercommunal. Et dans ce cadre-là, je ne peux que comprendre les freins existants à une intégration plus complète et les réticences évoquées par de nombreux maires de Saint-Étienne Métropole et auxquelles vous semblez a priori vous-même souscrire. Moi, je persiste à penser qu'un certain nombre de compétences doivent pouvoir continuer de s'exercer dans la proximité. La question des économies d'échelle qui est mise en avant par la Chambre doit d'ailleurs être questionnée. On pourrait parler par exemple de la défense contre incendie qui fait beaucoup parler, qui coûte beaucoup plus cher maintenant qu'elle est gérée par la métropole plutôt que lorsqu'elles étaient gérées par les communes. À une échelle plus large, on pourrait évoquer les économies qu'on nous avait vantées au niveau de la fusion des régions ou de la remontée de compétences des départements vers les métropoles. Ce n'est pas toujours le cas. La seule et unique boussole, ce doit être d'une part la lisibilité de l'action publique et d'autre part la qualité du service rendu à la population et les moyens d'argent public consacrés en regard à cette mission. Puisque finalement, je pense que nous en conviendrons, ce qui importe un habitant à Saint-Étienne, c'est de savoir si sa rue est bien nettoyée, si elle est bien déneigée, si ses poubelles sont ramassées, peu importe finalement de qui exerce très directement cette compétence. Et force est de constater qu'avec la métropole, on est parfois loin de l'objectif initial. Et on reparle de millefeuille administratif, d'éloignement de la décision, de lenteur administrative, de lourdeur, de surcoût de gestion, autant de réalités qui existent. Elles ne sont pas systématiques, mais elles existent et il ne faut pas les occulter. En revanche, il est clair que les services doublons ne peuvent pas perdurer dans le cadre d'une gestion rigoureuse de l'argent public, dans le contexte particulier économique et social dégradé que nous connaissons, notamment depuis la crise sanitaire. Et s'il est l'un des domaines où davantage d'intégration
et de mutualisation doit pouvoir être recherché, c'est bien celui des équipements culturels, en particulier de l'opéra, mais je crois que Laetitia Valentin en parlera plus longuement que moi. Sur la question de la gestion financière, la CRC, je l'ai évoqué tout à l'heure, constate une dégradation significative, c'est ces termes, de la situation de notre collectivité en 2016 et 2017, que nous avions dénoncé en son temps, du fait d'un certain nombre de décisions qu'on pourrait qualifier d'exogènes, et notamment la baisse brutale et continue de la DGF, mais aussi en raison d'un certain nombre de choix de gestion, et notamment les conditions de renégociation d'emprunts toxiques. Là aussi, je l'ai évoqué tout à l'heure, la Chambre évoque des coûts élevés de sortie anticipée. Cela a entraîné une dégradation brutale de notre ratio de désendettement, nous faisant passer au-delà, on va dire, du seuil de sécurité, puisque nous avons tangenté et même dépassé le risque acceptable de 12 ans, en montant à 13,9 années en 2017, même si la Chambre évoque également le fait que la situation s'est quelque peu améliorée depuis. Elle insiste malgré tout lourdement sur le risque financier significatif que représente le dernier emprunt structuré. Là aussi, nous en avons parlé. Alors, vous avez évoqué effectivement des opérations qui auraient pu être conduites en 2011 ou 2013. Rappelons malgré tout que cet emprunt, qui aujourd'hui nous fait courir un risque significatif, a été souscrit en juin 2007 par une majorité dont étaient membres plusieurs d'entre vous, dont un certain Gaël Perdriau. Alors je veux bien qu'on regrette que des actions n'ont pas été conduites en 2011, mais vous conviendrez du fait que le mieux aurait été encore de ne pas souscrire cet emprunt toxique. Sur la question des finances, je voudrais également revenir sur quelque chose que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant du compte administratif, sur la baisse de la subvention significative au CCAS, que vous avez remonté en 2019, mais 2 millions d'euros perdus, économisés plutôt, entre 2013 et 2017 sur finalement le dos des plus modestes de notre ville, avec cette baisse de la subvention d'équilibre qui est liée, selon votre réponse, à des moindres besoins et à la fermeture des Camélias en 2015, donc une résidence autonomie, à laquelle il conviendrait d'ajouter la fermeture des Hortensias en 2018, mais sur une période non prise en compte par les travaux de la Chambre. Il faudra que vous puissiez nous expliquer comment, dans un contexte d'aggravation de la pauvreté et de la précarité, en particulier dans notre ville, vous pouvez parler de moindres besoins en termes d'action sociale. Cette baisse significative opérée entre 2014 et 2017 sur la subvention d'équilibre au CCAS, liée à la signature d'un CEPOM, demeure pour nous une faute politique vis-à-vis des Stéphanois les plus modestes. Si votre gestion est qualifiée de perfectible dans plusieurs domaines, il y en a un qui mérite que l'on s'y attarde plus particulièrement, c'est celui des ressources humaines, puisque c'est sur ce point que finalement les critiques sont les plus vives. Suppression de 74 emplois équivalents temps plein, mais une masse salariale qui a augmenté de 6%. Je cite systématiquement la Chambre. Méconnaissance des obligations de publicité légale de certaines vacances d'emploi, et donc, là c'est un commentaire personnel, comme corollaire le caractère potentiellement discrétionnaire de certains recrutements pour des postes de cabinet et de direction. Je cite la Chambre, « Nombreuses irrégularités du régime indemnitaire, défaut de base légale et retard sur la mise en place du RIFSEP, même si les travaux sont en cours. » Et puis, la Chambre pointe également l'augmentation des heures supplémentaires au détriment de la création d'emplois. Deux chiffres nous interpellent particulièrement. C'est celui de l'explosion de l'absentéisme, l'augmentation du nombre de jours d'absence pour maladie ordinaire, plus 7,5%, et du nombre de jours d'absence pour accident de service, plus 7,8%. Comment expliquez-vous, monsieur le maire, ces mauvais chiffres? Ne pourrions-nous pas voir là le symptôme de la dégradation du climat social au sein de la ville de Saint-Étienne, qualifié par certains de parfaitement délétère, et de l'explosion des risques psychosociaux? Nous vous remercions par avance de vos explications sur ces chiffres-là. Si les travaux de la Chambre avaient porté sur une période plus large, on aurait pu également s'intéresser à l'important turnover parmi les cadres, en particulier au niveau de la Direction générale des services, 5 DGS en 5 ans, mais ce sujet n'est pas abordé, tout comme nous sommes d'ailleurs surpris de l'absence d'observation vis-à-vis de la situation sociale à l'Opéra, après la purge opérée à votre arrivée en 2014, et sur le nombre de contentieux engagés depuis, les procès perdus par la ville et les indemnités versées. Vous voudrez bien, monsieur le maire, soit aujourd'hui ou peut-être dans les semaines qui viennent par écrit, dans un souci là aussi de transparence, nous indiquer le nombre de procédures terminées, le nombre de procédures toujours en cours, ainsi que la totalité des sommes
versés par la ville, que ce soit en pénalité ou en indemnité transactionnelle pour éteindre des procédures. Cette légèreté, j'en ai bientôt terminé, de la question de la gestion des ressources humaines trouve un cas d'école, je suis désolé d'en parler, dans la situation du directeur de cabinet, à qui une nouvelle page est consacrée dans le rapport, après la page qui lui était consacrée dans le rapport de Saint-Étienne Métropole. La CRC emploie des mots forts, je les cite également: dépassement du plafond de rémunération autorisé, avec un surplus non justifié de rémunération, absence de toute base légale pour les compléments indemnitaires versés, et en définitive, et je citerai simplement un paragraphe, page 49, la rémunération indiciaire apparaît irrégulière entre janvier 2017 et juillet 2019. Elle dépasse le dispositif de plafonnement en vigueur. Les modalités de calcul du plafond retenues par la collectivité sont erronées et les versements effectués dans de telles conditions sont susceptibles d'être constitutifs d'un indu. Je crois que d'ailleurs vous l'avez reconnu et que les indus ont été remboursés. Mais bref, pour cet agent dont le temps de travail pour le compte de la ville a diminué de 50% au moment de la prise de poste en tant que directeur de cabinet à la métropole, la rémunération n'a baissé que de 26%. Donc nous ne voulons pas faire grand cas d'un cas particulier, mais l'on parle tout de même probablement du plus gros salaire de tous les agents de la ville et de la métropole, avec des rémunérations supérieures à 10 000 € mensuels. Et donc je pense que l'on est en droit d'avoir des explications calmes et sereines par rapport à cette situation. Je vous remercie.